Selon vous, nous sommes en phase d'un putsch ou bien c'est vraiment une prise d'otage comme le ministre des Affaires étrangères l'évoque? C'est, disons, là où je me suis un peu interrogé, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, qui est une personnalité politique qui mérite d'être respectée, a observé que la situation au Niger, contrairement aux autres pays, n'était pas assimilable à un putsch militaire, mais que c'était plutôt un kidnapping. Lorsque l'on parle de kidnapping ou d'enlèvement, à la vérité, quelle est la plus-value que cela apporte? J'opte bien à l'idée que l'on veuille peut-être disqualifier peut-être la junte militaire, peut-être la présenter sous la forme d'acteurs ou alors de délinquants qui se sont emparés du pouvoir et en prenant en otage le chef de l'État. Mais le problème que cela pose est un problème de relations internationales, de problème diplomatique. D'abord, parce que l'on ne sait pas, dans le rapport de force qui vient de s'installer, qui seront les interlocuteurs durables de la CEDEAO et donc, y compris de l'État béninois quand même qui est un des États frontaliers du Niger. En deuxième lieu, c'est que les dispositifs juridiques et légaux de la CEDEAO ne prévoient pas une infraction, en tout cas qu'on appelle enlèvement d'un chef d'État. Du coup, lorsque l'on sort du champ des putschs militaires qui sont connus et qui sont, disons, considérés comme des moyens non légaux d'acquisition du pouvoir, je ne sais pas quelle est la plus-value qu'il y a à parler d'enlèvement ou de kidnapping, parce qu'en réalité, refuter la terminologie de putsch ou de coup d'État militaire et aller se réfugier dans la terminologie d'enlèvement ou de kidnapping prive la CEDEAO en réalité d'instruments d'action, parce que rien n'a été prévu en de telles circonstances, je veux dire, en cas d'enlèvement ou de kidnapping d'un chef de l'État. Et donc je pense qu'il n'y avait pas danger, surtout pas d'intérêt pour le Bénin ni pour la CEDEAO à dénier l'idée qu'il y a eu un coup d'État. Il n'y a jamais eu un putsch militaire dans lequel le président de la République était laissé libre, ou alors il était abattu, ou alors il était tenu prisonnier par les auteurs de putsch militaire. Donc je pense que c'est une erreur d'appréciation ou de choix d'éléments de langage qui a pu consister à dire qu'il n'y avait pas un putsch militaire de mon point de vue et qu'il y avait plutôt un enlèvement ou un kidnapping. Ça n'apportait rien du tout au débat. Au contraire, ça arriérait le débat et il me semble que ça prive la CEDEAO disons, de sa capacité disons, d'action sur le théâtre nigérien. Une dernière question pour prendre congé de vous. Le Bénin, faisant partie intégrale de la CEDEAO, a dit qu'il est désormais prêt, sinon apte, à envoyer ses soldats au front, en tout cas un contingent militaire sur le terrain au Niger, une fois que la CEDEAO le recommandera. Dites-nous aujourd'hui, vu les enjeux de cette question qui est devenue maintenant une question africaine, que pourra faire véritablement le Bénin face à cette situation? Est-ce que véritablement, selon vous, est-ce que cela est opportun d'envoyer les soldats militaires au front, vu déjà que le Nigeria serait en train de se retirer déjà de cette décision? D'abord, il faut bien observer le contexte. Dans la posture des chefs d'État africains, et de la CEDEAO tout particulièrement, personne ne peut être même en étant, en tout cas personne ne peut en étant aux affaires élu par voie constitutionnelle et légale, quelles que soient les récriminations qui pourraient entourer son élection, applaudir un putsch militaire. Même les autorités qui sont arrivées au pouvoir à la suite d'un putsch militaire inscrit dans la Constitution, c'est le cas du Mali, que les putschs militaires sont un crime imprescriptible contre la République et la patrie. Dès lors, il ne peut pas être possible, dans le principe, pour des chefs d'État d'applaudir un putsch militaire qui, disons, accourt dans l'un des pays voisins ou membres de la communauté à laquelle ils appartiennent. Du coup, la question qui s'ensuit, c'est qu'est-ce que l'on fait pour arrêter la saignée, d'autant que cela a tendance à se propager. On est maintenant en train d'aller à 4 pays
de la CEDEAO. Et du coup, les 11 autres pays de la CEDEAO pourraient bien penser qu'ils ne sont pas à l'abri s'ils ne posent pas un acte très fort pour réprimer cette façon violente de s'accaparer du pouvoir. Et c'est dans cet esprit qu'il faut lire et comprendre la résolution de la CEDEAO à recourir aux besoins, disons, à la force pour réinstaller ou en tout cas pour rétablir l'ordre constitutionnel, disons, au Niger. Ces États africains et membres de la CEDEAO se disposent à prendre le contre-pied de ce qu'est l'état de l'opinion dans chacun de ces pays où se sont déroulés récemment les putschs militaires. D'ailleurs, vous avez bien observé que le Burkina Faso, le Mali et même la Guinée-Conakry ont exprimé leur solidarité avec le peuple nigérien, avec les autorités nouvelles du Niger. Et l'opinion au Niger, en tout cas dans une proportion assez parlante, semble être favorable au putsch militaire. Du coup, les mesures que l'on prend, y compris, disons, la menace d'intervention militaire, est une mesure qui pourrait se retourner contre la CEDEAO elle-même parce qu'elle pourrait susciter un engagement généralisé dans les autres pays de la CEDEAO aux côtés du peuple nigérien et même déboucher sur la contagion que l'on pourrait vouloir éviter en allant, disons, à ce que je pourrais appeler une tentative de règlement exemplaire par les moyens de la force. Du coup, la CEDEAO, le Bénin y compris, risque gros en menaçant d'attaquer, disons, les autorités actuelles du Niger. Mais c'était difficile de tenir notre discours parce que c'est mesuré entre la capacité de réactivité de la CEDEAO et le sentiment de l'impuissance qui peut déboucher sur des tentatives de remise en cause de l'ordre constitutionnel dans les autres États de l'espace de la CEDEAO. Dans le contexte politique nigérien, il y a quoi? Il y a quand même l'élection de Bazoum qui a été émaillée par, disons, des morts, tout au moins 2 morts, dans des affrontements meurtriers à l'annonce de son élection. Il y a quand même que l'élection de Bazoum s'est, disons, produite dans un contexte où un acteur politique majeur, Ama Amadou, d'abord a été contraint à l'exil, ensuite emprisonné, ensuite écarté des élections. Et c'est quand même un ancien soutien historique du président Issifou Amarou, dont Bazoum est le dauphin. Du coup, c'est quand même un contexte dans lequel il y avait déjà des récriminations populaires assez fortes qui s'ajoutent au sentiment anti-français de plus en plus répandu en Afrique. Et c'est tous ces facteurs combinés qui ont pu expliquer l'avènement, disons, de ce putsch. Et lorsque vous interrogez Georges Bernanos, dont j'aime bien le sens de la formule, il aura dit ceci: les réformes institutionnelles arrivent trop tard lorsque le cœur des peuples est brisé. Qu'on veuille aujourd'hui rétablir l'ordre constitutionnel, même si ce n'est pas pour remettre au pouvoir M. Bazoum, même si c'est pour peut-être installer le président de l'Assemblée nationale, etc. et tout, il reste que cela vient un peu trop tard parce que les facteurs qui ont favorisé le désamour entre le peuple nigérien et ses autorités se sont déjà gravement accentués et dans le contexte actuel, on risque même d'aggraver la situation par une intervention militaire, de façon plutôt attentive, de suivre, d'être suivi dans son évolution et de bénéficier finalement, disons, d'un traitement diplomatique, je crois, plutôt que d'un traitement par les moyens de la force. Ce que cela appelle, c'est que les acteurs politiques s'organisent, deviennent plus consciencieux, que la gouvernance de nos pays soit revue et qu'elle soit, je crois, davantage ouverte, inclusive, qu'elle donne l'occasion aux citoyens de se parler, de discuter, pour que les modes, disons, pacifiques de règlement des conflits ou des tensions entre les acteurs politiques prévalent devant le recours à la force militaire qui bien souvent prépare le terrain et disons à l'existence ou bien
à l'émergence de groupes militaires ou paramilitaires qui ont pendant de longues années été au cœur des conflits en Amérique et en Afrique sous la forme de forces rebelles. Cela signifie bien que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans une aggravation plus aiguë de la situation socio-économique et politique dans nos pays. C'est donc en cela que je voudrais m'adresser aux chefs d'État des différentes nations membres de la CEDEAO pour les appeler à plus de conscience, à plus de responsabilité, à plus d'ouverture dans la façon de percevoir la gestion des questions politiques et sociales de leur pays et surtout l'orientation des questions de développement et enfin être à l'écoute de leur peuple et surtout de la jeunesse qui a des revendications assez fortes aujourd'hui. Je m'en tiendrai à cela. La situation que voit actuellement au Niger nous interpelle. Et en tant que citoyen béninois, je souhaite que la diplomatie, la négociation, le consensus soient privilégiés. Nous avons appris par la voie de presse que la CEDEAO enverra les militaires pour faire déloger et ceux qui ont pris le pouvoir au Niger. Ce que nous souhaitons, cette intervention peut créer beaucoup de dégâts. Parce que quand on parle d'intervention militaire, on parle des armes, on parle d'affrontement. On parlera également des pertes en vies humaines. Et le Niger a tellement payé le prix par rapport aux djihadistes, aux terroristes qui sévissent, qui brûlent les villages, qui ravagent dans leur pays depuis des décennies. Et ce qui révolte aujourd'hui la majorité des Africains, c'est l'incapacité de la France en tant que pays colonisateur installé depuis notre indépendance dans leur pays à régler ce problème de terrorisme. Et chaque jour que Dieu fait, les terroristes sont armés, ils tuent et ils sont plus armés que les pays qui sont dans le Sahel. Et nous avons constaté depuis un moment que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, eux tous ont commencé par prendre leur destin en main. Et actuellement, ceux qui ont pris le pouvoir au Niger, je souhaite qu'on leur demande les raisons. Et les raisons qui sont déjà évoquées, que nous attendons, c'est les djihadistes, les terrorismes, que la France n'arrive pas à régler ce problème. Donc, le Bénin est un pays frère du Niger. Un pays non seulement frontalier, mais il a beaucoup de Nigériens au Bénin, beaucoup de Béninois au Niger. Ce qui touche au Niger, touche au Bénin. Nous souhaitons que notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, voit dans quelle mesure il faut négocier avec ceux qui ont pris le pouvoir là-bas pour qu'une solution amiable soit trouvée. Si notre pays intervient au nom de la CEDEAO, nous avons constaté que demain, d'autres problèmes peuvent sortir de cette situation. Il y aura des pertes en vies humaines. Les Béninois seront tués, les Nigériens seront tués. On va s'entretuer en Afrique. Donc, nous, en tant que citoyens, en tant que soutien indéfectible de notre président, qui fait de grandes choses pour le Bénin, est-ce que vous voyez, depuis 2016, notre pays a commencé par connaître beaucoup d'avancées dans plusieurs domaines. Donc, pour cette crise, nous souhaitons que notre président voit dans quelle mesure il faut privilégier la diplomatie, la négociation, tout sauf la violence. Le Burkina Faso, le Mali ont déjà déclaré qu'ils feront partie de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin est dans une position où on va se faire la guerre avec les pays limitrophes? Vous n'êtes pas sans savoir aussi que la Russie est derrière le Mali, le Burkina Faso, et soutient déjà ce coup de force qui a lieu au Niger, et l'Algérie aussi qui annonce, la Mauritanie,
Donc ça deviendra une guerre qu'on ne peut pas peut-être contrôler. Que les pays qui veulent puissent participer. Mais le Bénin, nous souhaitons que le Bénin ne participe pas à cette intervention. Nous avons une culture de la paix. Nous avons une culture de la compréhension. Nous n'avons pas la culture de la violence. Et c'est pourquoi nous demandons à notre président de voir comment il faut régler cette situation avec la diplomatie. Monsieur le journaliste, voyez, c'est notre pays, ça le Bénin. Depuis que le président Patrice Talon est venu, il s'est concentré essentiellement sur le développement de notre pays. Et le peuple béninois lui est reconnaissant. En lui donnant encore un autre mandat, ne voulons pas se mêler dans des conflits militaires avec d'autres pays. Voyez-vous, ces pays qui sont en train d'annoncer qu'ils vont venir en renfort au Niger, dès qu'on va toucher à l'un des intérêts de leur pays, c'est-à-dire tuer et autres, nous ne savons pas ce qui peut en découler d'une telle situation. Donc cette intervention militaire fera que les acquis de la rupture seront salis. Tous les efforts que le président, avec son gouvernement, ont fournis depuis 2016 seront salis par cette intervention militaire. Nous souhaitons, avec respect et humilité, nous proposons à notre président de privilégier le dialogue, de privilégier le consensus pour que l'intervention militaire ne soit pas effective. Nous souhaitons que le Bénin s'abstienne de cette intervention militaire. C'est notre souhait, c'est notre proposition à l'endroit de notre chef de l'État, son Excellence Patrice Talon.